Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. J'ai toujours adoré ce que j'ai fait et j'ai toujours aimé les gens avec qui j'ai travaillé. Ce que j'expliquais, c'est que j'ai toujours considéré mon job comme le plus beau job du monde. J'étais ingénieur commercial chez IBM, mais j'étais fier. Je veux dire, j'étais aussi fier à 25 ans d'être ingénieur commercial chez IBM que j'étais d'être président de G Capital en gérant jusqu'à 40 milliards de dollars d'assets. Mais j'étais fier, j'allais participer à la transformation du monde avec l'informatique. Donc, j'ai toujours pensé que mon job était le plus beau. Et en faisant ça, on réussit. Thierry Willem consacre la troisième mi-temps de sa vie, comme il l'appelle, à transmettre. Dans cet épisode, vous l'entendrez décrire avec enthousiasme son impressionnant parcours professionnel, dont le succès repose sans doute sur l'optimisme qui transparaît de son propos et sur la bienveillance qu'il estime être source de performance. Thierry peut citer Gandhi comme le Père Noël est une ordure. Il aime la vie, il aime aussi rassembler autour de lui et mesure la réussite d'un projet à la ferveur qu'il suscite. J'ai été touchée par sa capacité à s'émerveiller, qui lui donne cette énergie que l'on sent inépuisable. Un grand merci à Thierry d'avoir pris le temps de se confier à notre micro, et bonne écoute. Thierry, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir à notre micro. Nous sommes dans un café parisien, le café d'un hôtel parisien, donc ça va être bruyant, mais on va s'y faire. J'ai une question vache pour démarrer. Ah bah ça commence bien. Ouais, je sais, je suis comme ça. Qui es-tu ? Oula. Tu m'as dit qu'on avait qu'une heure, ça va être très compliqué. Tu as moins d'une heure. Je suis quelqu'un qui aime la vie et qui aime les équipes, puisqu'on va parler beaucoup du travail. Et je me suis fait plaisir tout au long de mon travail et je continue à me faire plaisir maintenant que je fais ma troisième mi-temps, mon troisième cycle, comme j'aime à dire, en rassemblant autour de moi et en poussant au rassemblement autour de belles causes, autour d'enjeux, que ce soit des enjeux économiques ou que ce soit des enjeux pour la planète, puisque avec un groupe d'amis, on a créé une association qui s'appelle International Clean Tech Week pour promouvoir les solutions en termes de transition énergétique, que ce soit dans le domaine du management, pour promouvoir effectivement la bienveillance au niveau du management, mais pas uniquement parce que la bienveillance est une bonne chose, parce que c'est avant tout une source de performance et j'ai eu la chance de pouvoir le vivre tout au long de ma carrière. Donc effectivement, j'essaye maintenant de transmettre ce que j'ai appris. Donc je suis curieux et j'aime la vie. Troisième mi-temps, troisième cycle, c'était quoi les deux premiers ? Tu veux nous en parler ? Les deux premiers cycles, le premier c'était l'apprentissage, c'était toute ma formation, mon enfance qui a conduit à construire l'homme que je suis devenu. Et puis le deuxième cycle c'était la vie adulte professionnelle, où là effectivement j'ai mis en pratique ce que mes parents, ce que mes professeurs, ce que mes amis m'avaient appris. Et donc ça c'était, je l'ai mis en pratique dans le privé. Donc j'ai travaillé beaucoup pour des boîtes américaines, pas parce que je choisissais les boîtes américaines, mais je suis arrivé au début de l'informatique dans les années 80 et IBM embauchait 1000 personnes par an. J'avais un petit diplôme, j'ai réussi à me faufiler. Et ça a été un vrai bonheur parce que c'était les débuts de l'informatique et ça a été une première grande transformation. Et aujourd'hui, ils en sont à l'intelligence artificielle et c'est un sujet fondamental. Et je fais également des formations. J'ai développé une petite conférence. Formation, c'est beaucoup dire, mais une petite conférence. J'aime sensibiliser. Petite conférence qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle au secours de l'intelligence artificielle ». Waouh.
Quel Donc programme. pour ramener l'homme, parce que l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est de ne pas oublier l'homme et l'éthique autour. Donc il y a énormément d'enjeux, on ne va pas développer ça aujourd'hui. Donc voilà, deuxième mi-temps, boîte américaine. Donc 20 ans chez IBM, 10 ans chez General Electric. Ce que j'ai aimé, parce que je regarde toujours ce qui est positif, comme j'aime la vie, j'essaye de... Ce que j'ai aimé, c'est que ce sont des méritocraties. Et donc quand on est promu, c'est pas parce qu'on a on a un gros diplôme ou parce que politiquement on a des relations, que ce soit la politique interne à l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de politique aussi dans l'entreprise. On est promu par rapport à ses états de service, son track record. Et je suis rentré à la base, je suis rentré comme commercial, mais comme je travaillais un peu plus longtemps et j'aimais peut-être plus mes clients que les autres, je suis devenu manager. Et puis de manager, je suis devenu directeur. Et puis de directeur, je suis devenu directeur général. Et puis je suis devenu patron de la plus grosse filiale d'IBM en France. Et puis ensuite, le domaine du financement, puisque c'était IBM Financement, cette société m'a beaucoup plu, parce que c'est le fuel de l'économie, hein, si on le fait bien. Et j'ai été appelé, chassé par General Electric pour reprendre d'abord Facto France. Et la facturage, c'est superbe parce que c'est ce qui a sorti beaucoup d'entreprises des difficultés. C'est une technique de financement qui est très vertueuse. Donc ils m'ont appelé pour faire ça, ça a bien marché. Avec mes équipes, j'ai eu des équipes formidables, on a triplé le chiffre d'affaires en 5 ans, le bénéfice, pardon, ce qui était le plus important en 5 ans. Et du coup, GE m'a confié l'ensemble de ses business financiers en France, que ce soit le financement d'équipements, on avait 100 000 clients, le financement de flotte automobile, GE Fleet Service, où on avait 90 000 véhicules à la route. J'ai fait aussi du financement structuré en accompagnement de fonds de private equity. Donc voilà, j'ai repris l'ensemble des financements. Ça a été... Donc voilà, j'ai commencé comme commercial, j'ai fini comme patron et je me suis amusé tout le temps. Et puis le gong a sonné parce que le groupe General Electric a décidé de racheter Alstom et puis un an après, il décidait de vendre General Electric. Et là, j'avais des propositions de job. J'allais avoir 59 ans et j'ai dit non, je vais faire une troisième mi-temps. Et la deuxième chose que j'ai aimé dans la culture américaine, c'est transmettre. Quand on reçoit beaucoup, on se doit de transmettre. Donc j'ai peut-être été imprégné de ça et donc j'ai décidé de ma troisième mi-temps, c'est de transmettre ce que j'avais appris. Et donc cette troisième mi-temps, c'est 3 volets. Un volet où je travaille dans des conseils d'administration pour faire bénéficier de mon expérience, et c'est bien le rôle d'un conseil d'administration, c'est une sorte de supervision et partager sur ce qu'on connaît. Je fais beaucoup de conférences, ça c'est la deuxième, voire des cours, j'ai enseigné à Sciences Po, sur les soft skills, sur la bienveillance, sur la diversité, sur tous ces outils qui aident les dirigeants, les managers à être plus performants, et étant plus performants, leurs équipes le sont. Et puis le troisième mi-temps, c'est des associations. Je vous ai parlé de l'International Clean Tech Week parce que j'ai envie aussi de transmettre la planète la moins polluée possible à mes enfants arrière et à la suite. Voilà un petit peu qui je suis en plus détaillé. Merci. Tu parlais de bienveillance. Nous, c'est un terme que l'on trouve malheureusement galvaudé et on voit beaucoup de gens qui l'utilisent sans vraiment savoir ce que c'est. Comment tu la définis, toi ? Qu'est-ce que c'est la bienveillance ? Dans un contexte professionnel, on va dire. Oui, la bienveillance, pour moi, c'est une vertu. Ça ne fait pas partie des vertus cardinales, mais c'est une vertu qui fait que, si on prend l'explication du terme, c'est de veiller aux autres de bonne façon. Ça commence par soi-même, déjà. Aujourd'hui, on est dans un monde où les exigences extérieures sont terribles. Il faut être un gagnant, il faut être sportif, il faut être etc. Il faut réussir. Et être bienveillant, c'est déjà être tolérant vis-à-vis de soi-même. Et bienveillance bien utilisée commence par soi-même, j'aurais tendance à dire. Donc, il faut bien veiller à soi. Les Chinois disaient « Le peuple attend de l'empereur qu'il se porte bien ». Pourquoi ? Si vous êtes manager, alors j'ai jamais été empereur, mais même quand j'étais manager première ligne, si je suis pas bien physiquement, si je suis pas bien dans ma tête, comment voulez-vous que mes collaborateurs soient bien ? On projette énormément qui on est.
consciemment et inconsciemment, on projette. Vous connaissez l'effet placebo. L'effet placebo, je vais donner une petite pilule en disant que c'est un médicament. 10% de chance que ça marche. Si effectivement, la personne ne sait pas que c'est du sucre. Si on utilise l'effet placebo au deuxième niveau, ça une étude l'a montré, c'est-à-dire que le médecin lui-même ou le prescripteur est convaincu que c'est un bon médicament, on multiplie par 3 les chances que ça marche. Et là, si vous voulez, quand cet exemple, je l'ai à cœur, puisque dans le management, c'est ça. Si vous êtes convaincu que vous travaillez avec des bons collaborateurs, que vous avez la bonne solution, que les choses vont bien se passer, ça va bien se passer, mais non seulement ça va bien se passer pour vous, mais vous allez le projeter. Aujourd'hui, on est dans un monde, je vous citais l'intelligence émotionnelle au secours de l'intelligence artificielle. On a oublié qu'on avait de l'émotion, on a oublié qu'on avait une âme. Or, si on veut être aligné et si on veut donner envie en un ou deux mots, il faut parler avec son âme et avec son corps, il faut cet alignement total. D'où cet exemple de placebo. Je suis convaincu au fond de moi que je donne un bon médicament, ça marche, parce que la personne ressent que je suis convaincu. Si vous parlez avec votre tête et vous dites à vos équipes, on va gagner ce truc-là, mais qu'au fond de vos tripes, vous ne l'êtes pas, s'il n'y a pas cet alignement cœur, tête, tripes, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc effectivement, pour être bienveillant, il faut déjà être très bienveillant avec soi-même. Donc l'empereur, le peuple attend de l'empereur qu'il se porte bien. Ensuite, bien entendu, une fois que ça va bien pour vous, il faut faire pour les autres ce qu'on espère qui va bien marcher pour eux. Et là, il ne faut pas se tromper parce que les autres sont différents. Et j'ai eu tort, pendant toute une partie de ma carrière, de vouloir faire pour ma famille, mes collaborateurs, mes amis, ce qui était bien pour moi, en me disant, puisque c'est bien pour moi, ça doit être bien pour eux. Et ça marche pas. Ou ça marche mieux que de ne pas vouloir le faire. D'accord ? Quelqu'un me dit, oui, mais la bienveillance, ça marche pas tant que ça, etc. La réponse que j'ai faite, si la bienveillance marche pas, essayez la malveillance et vous verrez si ça marche mieux. Mais globalement, par rapport à ça, j'ai trop projeté. Il faut faire attention parce qu'il faut écouter l'autre. Les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre. Et donc, pour être bienveillant, c'est une écoute très positive, une demande de feedback, beaucoup de coaching. J'ai utilisé ça énormément, on y reviendra éventuellement, pour moi et pour mes équipes, pour prendre du recul, avoir la bonne écoute. Être bienveillant, c'est avant tout savoir écouter pour apporter aux autres un apport positif pour essayer de faire grandir l'autre, professionnellement. Mais aussi, si vous grandissez professionnellement, vous grandissez aussi en tant qu'homme ou femme. Donc ça, c'est très important. Dernier sujet sur la bienveillance pour la définir. Bon, effectivement, c'est l'opposé de la malveillance. Mais on a très souvent, et vous l'avez dit, parlé de bienveillance en disant que c'est galvaudé. Alors, moi, j'en parle depuis très longtemps, donc à l'époque, ça l'était un peu moins, mais malgré tout, la gentillesse, ça remonte à très longtemps, et dans Le Père Noël est une ordure, on dit « Ah, ben vous savez, Thérèse, elle est bien gentille. » Bon, donc c'est pareil, c'est galvaudé. Alors que parler de gentilhomme, c'est quelque chose qui est totalement différent. Donc, au sens noble du terme, on va dire, bienveillance et gentillesse sont des choses très importantes. Et la bienveillance présuppose un acte qui présuppose un intérêt positif aux autres, mais il n'est en rien opposé à l'exigence. Parce que souvent, quand j'ai parlé de bienveillance à mes équipes, on avait tendance à me regarder justement comme un bisounours. Et je suis tout sauf un bisounours. Et si mes équipes ont réussi et ont permis de me faire réussir, c'est parce qu'on s'est battu, c'est parce qu'on avait une exigence importante. Et si vous voulez faire de la performance durable, il faut de la bienveillance et de l'exigence. Globalement, imaginez une matrice, sur un axe on a la bienveillance, sur un axe on a l'exigence. Si on n'est que dans la bienveillance, on peut tomber dans le Club Med. Et on peut tomber sur on accepte tout, on est trop gentil. Mais c'est trop gentil qui est bien, c'est pas d'être gentil, c'est pas d'être bienveillant. Et là, la boîte, c'est pas sûr qu'elle va durer, être très pérenne. Si vous êtes que dans l'exigence, là vous prenez des mercenaires, vous prenez des clones, ils sont tous pareils, résultat immédiat, superbe.
Résultat long terme, pas sûr. Bon, si vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre, la faillite est très rapide. Mais en revanche, si vous êtes dans les deux, là, vous partez sur de la performance durable. Et là, j'ai 2 exemples, parce que effectivement, pour illustrer, l'exemple des équipes sportives. Une équipe sportive, si le match passe très moyennement, je suis pas sûr qu'il y aura ce qu'on percevrait comme de la bienveillance de l'entraîneur auprès de ses joueurs pendant la mi-temps. Il suffit d'aller investir pour voir le savon qui va leur passer. Mais c'est pas parce qu'il est exigeant qu'il aime pas ses joueurs. C'est parce qu'il veut d'eux qu'ils soient les meilleurs possibles pour eux. Premier exemple. Deuxième exemple qui m'est le plus cher, c'est mes enfants. Le niveau d'exigence que j'ai eu sur mes enfants, il est très très important. Et sur la bienveillance, je vous laisse deviner ce qui peut en être. Donc voilà un petit peu ce que je définis comme la bienveillance. C'est très important, c'est fondamental, mais il faut pas l'oublier, faut pas oublier l'exigence. Il faut vraiment être sur ces 2 axes et travailler en même temps les deux pour qu'une équipe marche et qu'elle soit sportive ou qu'elle soit une équipe au niveau de l'entreprise. Vous revenez d'un événement de Saint-Tropez. Vous avez co-organisé un événement avec l'association dont vous parliez tout à l'heure. Et vous m'avez dit que c'était une réussite. C'est quoi une réussite pour vous? Peut-être nous décrire ce que c'était. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Tropez la semaine dernière? Alors, je vous ai dit qu'avec une association qui s'appelle le 5e élément, on est 5 qui ont décidé de se préoccuper de l'avenir de la planète. Et pour se préoccuper de l'avenir de la planète, on a créé des événements qui ont pour but de faire connaître les solutions, parce qu'aujourd'hui on explique que tout va mal mais on propose rien, donc nous on veut proposer, on veut mettre en avant ces solutions. Il y a plein de startups qui font des choses absolument extraordinaires, qui permettent de consommer 2 fois moins de gaz, qui permettent d'économiser 70% de fuel sur un bateau. Enfin, il y a plein de solutions, mais il faut les aider, il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître à tout le monde. Donc nos événements, comme on est une association, ils sont gratuits, ouverts au grand public. Et on a réussi à Annecy de faire cette année de faire venir 2 ministres, de rassembler autour de nous et d'en faire un événement où les startups ont pu se faire connaître. Certaines ont signé des gros contrats avec la délégation chinoise parce que c'est un événement international. Et puis d'autres ont trouvé des financements parce qu'il y avait des fonds de private equity et on faisait du speed dating. Donc le but, c'est de favoriser le développement des technologies propres. On lance ça l'an dernier à Annecy. Des personnes de la mairie de Saint-Tropez voient et disent mais il faut absolument venir faire ça chez nous. Et on dit pourquoi pas, et on a co-créé avec la mairie de Saint-Tropez les rencontres internationales de la mobilité durable. Donc là c'est co-organisé entre nous et la mairie. Pourquoi c'est une réussite? Puisque pour revenir à la question, c'est une réussite déjà parce que tous les équipiers et le partenaire, le maire et les gens qui ont travaillé dessus nous disent c'est super, on veut le refaire. Alors vous savez, quand on veut refaire quelque chose, le reste c'est souvent de la philosophie, c'est très bien. Non, il faut absolument qu'on le refasse, il faut absolument qu'on le pérennise. Et ça vient des équipes. Autre réussite, les équipes, elles sont épuisées, parce qu'on est tout petit et on fait quelque chose de très grand. On a, avant les voiles de Saint-Tropez, utilisé leur infrastructure. Il y avait 30 stands et une quarantaine d'innovations sur terre, sur mer, etc. On faisait faire des essais. Donc c'était un gros événement. On a eu un des facteurs de réussite, comme on veut faire connaître. Eh bien, on a eu la une de Var Matin pendant les 4 jours de l'événement. On a eu des radios, on a eu des journaux, on a eu beaucoup de médias. Et puis on a eu des grands speakers, puisque on a eu Bertrand Piccard qui a fait le tour du monde sur son avion solaire. On a eu Raphaël Donjean qui a fait le tour du monde sur son bateau solaire pour bien montrer que c'est possible. Donc c'est les 2 plus grands aventuriers de ces 10 dernières années. On a eu des philosophes, on a eu Luc Ferry, on a eu Cynthia Fleury. Parce qu'effectivement, où est l'homme dans tout ça? Il faut d'abord penser à l'homme. D'ailleurs, notre association s'appelle le 5e élément. On veut faire des technologies propres pour l'homme, pour l'avenir de l'homme. Mais il faut qu'il participe. Et on a eu une des réussites, c'est les jeunes, parce qu'on a eu 500 collégiens, lycéens qui sont venus, qui ont découvert que ça existait. Il y a eu de la ferveur. La ferveur. Un des facteurs de réussite, c'est ça, c'est la ferveur. Notre ambition ultime de nos événements, c'est de devenir l'exposition universelle des technologies propres. Regardez l'exposition universelle qui ont révolutionné le monde. On découvrait autre chose que la force des chevaux et la force de l'homme. On découvrait l'électricité, on découvrait... Il y a eu une ferveur qui a conduit à
un 20e siècle qui était super, qui a oublié un petit peu l'homme et la nature. Donc maintenant, il faut qu'on s'y remette à fond. Mais ça a été superbe. Nous, on voudrait être ça pour les technologies propres. Donc oui, ça a été une réussite pour tous ces critères. La satisfaction des personnes qui sont venues, la satisfaction de l'équipe, et puis le fait de vouloir refaire. On me posait beaucoup, est-ce que tu as réussi dans ta vie professionnelle? Bon, je peux parler de ma vie privée, qui est très belle. D'abord parce que je suis grand-père d'un petit Léon qui est juste énorme. Donc ça, c'est génial. C'est le premier, alors c'est génial. Mais sur ma vie professionnelle, j'ai une chance que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas. C'est que je vous disais tout à l'heure, le gong a sonné puisque le groupe Général Electric dit il faut vendre les business GE Capital. Et là, vous avez la vérité des prix en termes de réussite. Réussite économique, c'est de dire on vend ces business, est-ce que vous les vendez plus cher que la valeur comptable? Est-ce que l'actionnaire fait un bénéfice? Réponse oui, on les a très bien vendus. Deuxième réussite qui était pour moi personnellement, Thierry Villiers, mais encore plus importante, c'est je les vends, mais je les vends à des concurrents. Et vous savez très bien que quand on fait une fusion, on parle beaucoup d'économie d'échelle. Bon, c'est le mot gentil pour parler de plan social, etc. Eh bien, on a réussi à vendre à des banques françaises qui ont repris ces business avec un accord de ne licencier absolument personne, de garder toutes les conditions, de ne pas faire de mobilité géographique, enfin de reprendre les contrats de travail tels qu'ils étaient. Donc, se dire qu'on finit sa carrière en se disant qu'on a créé de l'emploi quand on pouvait en créer et surtout préserver tous les emplois quand effectivement l'événement difficile arrivait, ça c'est une réussite. Parce qu'au final, un entrepreneur, il est là pour créer de la valeur, pour les actionnaires, mais pour l'homme aussi. Et puis dernière réussite, j'ai plein de mes anciens collaborateurs et certains d'il y a 30 ans qui m'appellent toujours, qui me disent Thierry, tu m'as donné ce conseil il y a 30 ans et j'ai changé ma façon de manager grâce à ça. Alors là, c'est le grand bonheur quand quelque chose que vous avez appris à quelqu'un. Moi, j'ai tout appris des autres, donc j'ai aussi essayé d'apprendre et c'est formidable. Qu'est-ce que tu as fait toi pour arriver à ce résultat-là? J'ai toujours adoré ce que j'ai fait. Et j'ai toujours aimé les gens avec qui j'ai travaillé. Alors il y en a certains que j'ai pas aimé non plus, mais je m'en suis séparé ou ils ont fait autre chose. Ce que j'expliquais, et ce que beaucoup ont retenu de ce que j'essaye d'expliquer, c'est que j'ai toujours considéré mon job comme le plus beau job du monde. J'étais ingénieur commercial chez IBM, mais j'étais fier. Je veux dire, j'étais aussi fier à 25 ans d'être ingénieur commercial chez IBM que j'étais d'être président de GE Capital en gérant jusqu'à 40 milliards de dollars d'assets. Mais j'étais fier, j'allais participer à la transformation du monde avec l'informatique. J'étais qu'un petit acteur, mais c'est l'histoire du colibri, il faut participer. Donc j'ai toujours pensé que mon job était le plus beau. Et en faisant ça, on réussit. Si on rentre dans l'entreprise et on fait un job en visant celui d'après, on peut réussir. C'est pas ma façon, et moi j'aurais pas réussi comme ça. Moi j'ai réussi parce que le job était toujours le plus beau. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est juste magnifique. Et j'ai un plaisir énorme à être ici, à parler au micro, parce que si je peux transmettre un peu, waouh, c'est top. Donc toujours considérer que le job est le plus beau, se lever en disant mais quelle chance j'ai. D'ailleurs, c'est un critère que j'utilise dans le recrutement. Alors je l'ai appris tardivement, hein, mais c'est ça l'expérience. C'est que si je pose une seule question à une personne quand je l'embauche, alors forcément quand vous êtes patron, les gens qui arrivent chez vous pour être embauchés, ils ont déjà été triés, leurs compétences, filtré, oui. les compétences financières, etc. Ouais. Si c'est pour la finance, bon, bien sûr. Mais je pose une question, est-ce que vous êtes chanceux? Et là, si la personne me dit, oh là là, mon pauvre monsieur, pas vraiment, vous comprenez, ce matin encore, j'ai raté mon... Oublions. On n'est ni chanceux ni pas chanceux. Alors plus ou moins, mais il y a des extrêmes où effectivement il y a des gens qui ont tous les malheurs du monde et l'autre toutes les chances. Mais dans la très 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 grande majorité, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive? On dit que un optimiste est quelqu'un qui voit une opportunité dans les difficultés, un pessimiste est quelqu'un qui voit des difficultés dans une opportunité. Si le to-be collaborateur, celui qui veut venir dans votre entreprise, oh là là, alors que si vous dites, mais écoutez, je suis super chanceux, là je prends tout de suite. Parce que, alors moi je suis chanceux, et effectivement, considérez toujours qu'on a le plus beau job du monde. Ensuite, pourquoi? Pour répondre à la question Amélie, eh bien c'est de dire, s'ils m'appellent encore, c'est parce que je leur ai donné ce type de conseil.
sur eux et que je les ai aimés et que j'ai essayé de les faire progresser et grandir. Et que moi, ma réussite, je vous parlais qu'on était promu par les états de service, c'est parce que mes équipes m'ont toujours poussé. J'ai jamais été the smartest people in the room. D'ailleurs, vous voyez mon anglais après 35 ans, il est encore. Mais peu importe, j'ai jamais eu un anglais parfait, j'ai jamais été le plus intelligent, j'ai pas le plus haut QI. Mais j'ai su avoir des équipes qui m'ont poussé. C'est comme au rugby, ça poussait derrière, c'était formidable. Mais s'ils poussaient derrière, c'est parce que j'essayais de créer tous les environnements où ils étaient bien. Et c'est comme un jardinier qui s'occupe de ses fleurs. Si vous criez sur une plante parce que en lui disant toi tu vas te dépêcher de grandir, ça va pas marcher. Par contre, si vous mettez l'eau et le terreau qui va bien, et une tulipe n'aura pas besoin de la même chose qu'une rose en termes d'eau. Donc là, il faut essayer de trouver l'environnement dans lequel ils sont bien, leur donner ce qui est bien, etc. Il faut être très exigeant, hein, j'en parlais, bienveillance, exigence. Mais quand vous êtes sur les deux, bienveillance, exigence, vous faites de la performance, vous faites de la performance d'équipe. Il faut célébrer. On célébrait beaucoup. On prenait beaucoup de plaisir à être ensemble. Quand il y a du plaisir, il y a plein d'études qui ont été faites par les psychologues, etc. sur le sujet. Globalement, quelqu'un d'heureux, c'est 30% de performance en plus. C'est clair. Pareil pour la diversité. J'ai beaucoup joué sur la diversité. Je vous parlais de Facto France, qui est l'une des sociétés que j'ai gérées. Je suis arrivé, il y avait une femme au comité de direction et elle avait une posture d'homme. De toute façon, la pauvre sur 13, elle ne pouvait pas faire autrement. Quand je suis parti, avec plus 6 personnes, on a fait un COMEX beaucoup plus... Parce que quand on est trop, c'est à mon avis un peu moins efficace. On avait un comité élargi, mais on avait un COMEX. On était 7, ils étaient 6, 3 hommes, 3 femmes. Et puis comme j'aime bien la diversité, j'avais mis un DRH homme, comme ça, parce qu'en général, on me dit oui, mais si tu mets la communication et le DRH, déjà, c'est pas du jeu. Mon DRH était un homme, donc effectivement, j'avais une vraie... Et ma directrice financière était une femme. Mais pourquoi je l'ai fait ? Mais je l'ai fait parce que je sais que c'est de la performance. Et là, les études de McKinsey sont très très claires. Entre le quartile des entreprises qui ont le plus de diversité, au sens large, hein, y compris hommes et femmes, et le quartile qui en ont le moins, vous avez 35%, 34, 36 selon les années de performance en plus. Si vous faites qu'homme-femme, c'est aux alentours de 15. Et si vous ne le faites qu'en haut, la dernière étude que j'ai lue, c'est 6% de performance en plus que si vous allez à mixité, homme-femme simplement, au niveau de la direction. Comment se priver de 6%? Enfin, je veux dire... ça serait, je veux dire, si on est patron, on se bat pour 1, 2, 3, 4 points de productivité et de résultats en plus. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire. Et bon, ça a souvent marché, des fois ça n'a pas marché. On se fait pas que des amis. Il y a des gens qui écouteront ça en disant Thierry dit ça, mais bon, moi il m'a fait ci, ça et ça. Très bien. Mais il y en a beaucoup qui vont me dire Thierry, on aime bien et ça se mesure aussi. Je veux dire, le but, c'est pas que Thierry soit aimé. Le but, c'est est-ce que vous êtes content d'être dans l'entreprise où vous travaillez ? Et là, j'avais mes enquêtes de satisfaction. Parce que là aussi, je suis avant tout un patron, et un patron, il faut des chiffres. Et je disais à mes collaborateurs, les chiffres sont têtus. Et donc, là aussi, il faut mesurer. Il faut mesurer la satisfaction et la dérivée. Ce qui compte dans la vie, c'est la dérivée, qu'elle soit positive. Et donc, globalement... j'ai toujours eu des enquêtes de satisfaction qui étaient pour la France très très bonnes. Je dis pour la France parce que les Français sont très très râleurs. Hein. Mais quand je comparais à d'autres entreprises, etc., enquête de satisfaction pour mes collaborateurs et mes clients. Mais d'ailleurs, ça se reflète. Hein, si vous avez une bonne enquête de satisfaction collaborateur, ça s'appelle la contagion émotionnelle. Donc le client ressent au téléphone si vous êtes souriant ou pas. Donc là aussi, ça se mesure et c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça a quand même globalement bien marché. Au-delà du fait que les résultats, ils étaient au rendez-vous par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la valorisation et puis sur l'emploi. Parce que en tant que patron, on a un rôle social fondamental. J'entends que tu es optimiste, que tu aimes les gens, que tu as à cœur de les faire grandir. Et j'en oublie. Tu as toujours été comme ça ? Comment ça t'est venu ? Tu es né comme ça ? Tu es né chanceux, en gros ? J'ai toujours été assez gai, comme petit gamin. Chanceux, je sais pas forcément. Il y a un épisode de ma vie qui m'a appris à relativiser.
J'avais 20 ans et à 20 ans, j'étais gravement malade. Et là, donc j'aurais pu effectivement dire que j'avais pas de chance, mais à l'époque d'ailleurs, je le regardais avec moins de recul et de sérénité que quand j'en parle maintenant, et encore. Et donc je savais pas si j'allais guérir ou pas. Et pendant 24 mois, je restais assis, couché 18 heures par jour. À 20 ans, c'est dur quand on aime le ski, quand on aime la vie, la moto, les copains, les sorties, plus rien. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que derrière, ça fait vite le tri des amis, parce que ceux qui restent, c'est les bons. Donc là, j'ai des amis de longue date que j'adore. Donc ça, c'est formidable. Pendant un certain temps, j'ai pas su si je m'en sortais ou pas. Je m'en suis très bien sorti. Et du coup, ça m'a permis d'être encore plus gai et puis de pas m'embêter pour les choses. De dire les choses quand je les pensais. J'ai pas toujours été très politiquement correct. L'avantage, c'est que là aussi, les boîtes américaines, et encore, il y a des choses que j'ai pas du tout aimées, donc je voudrais pas que ce soit c'est génial les boîtes américaines, mais au moins on peut se dire qu'on n'est pas d'accord. We agree, we disagree. Et donc, j'ai toujours dit ce que je pensais, je continue toujours. Il y a des fois des gens qui viennent me trouver en disant Thierry, tu peux me dire honnêtement ce que tu penses de moi. Alors dans certains cas, je suis ravi, dans d'autres, ils sont pas déçus parce que je dis ce que je pense. Mais ça m'est arrivé parce que grâce, on va dire, le bon côté d'avoir surmonté des choses difficiles vous rend plus fort pour le reste de la vie. Donc maintenant, quand je suis en bonne santé et quand je me lève et que je fais même plus d'analyse, mais pendant les 20 ans qu'on suivi cet épisode, je faisais des analyses très régulièrement et quand je sortais de l'analyse et qu'elle était positive, j'étais waouh, trop bien quoi. On m'a même dit que je pourrais peut-être pas avoir d'enfants. J'ai 2 enfants merveilleux, donc et Léon maintenant dans ma vie. Je suis certaine que tu impressionnes ou que tu inspires plutôt des gens qui ont travaillé pour toi. Voilà, c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le pense. Et je suis sûre que de ton côté, tu as toi été impressionné ou embarqué ou inspiré par des gens que tu as croisés, peut-être que tu as rencontrés ou pas d'ailleurs, que tu as lus, je ne sais pas. Est-ce que, sans forcément nous dire qui sont ces personnes, est-ce que tu peux me dire en quoi elles étaient singulières? Ou elles sont singulières? Ah, ça c'est difficile parce qu'il y en a eu énormément. Encore aujourd'hui, j'apprends de tout le monde. J'apprends des gestes simples que je vois dans le métro, des gestes, des personnes qui se lèvent pour laisser leur place, des belles choses. Il y en a plein et j'en trouve plein. Alors, tu parles de lecture, oui, beaucoup. On dit souvent que great leaders are great readers. Et je pense qu'il faut beaucoup lire. Donc il y a pas mal de bouquins qui m'ont bien inspiré dans le leadership. Je parlais, comme je parlais d'affection pour ses collaborateurs, il y a un bouquin qui s'appelle Love Them or Lose Them. Bon, bien sûr, mais il y en a plein d'autres. J'ai lu Eckhart Tolle, j'ai lu beaucoup. Donc j'essaye de lire pas mal. Ça c'est bien. Et avec des bouquins un petit peu philosophiques. Spinoza étant mon grand modèle, et avec des bouquins beaucoup plus faciles, Florence Servan-Schreiber, 3 kiffs par jour, ou un J'arrête de râler au boulot, qui est juste très sympa aussi. Il y a plein, mais je lis beaucoup. Oui, j'essaye de lire beaucoup. Et pour revenir aux personnes qui m'ont le plus inspiré en dehors des gens comme ça. Et des gens qui nous inspirent tous. Gandhi, par exemple. Gandhi m'a appris une chose dans le management. C'est le management par l'exemple. L'histoire, c'est la suivante. Il y a une maman qui vient, son petit a du diabète, et elle va voir le Mahatma, elle lui dit est-ce que vous pouvez dire à mon fils d'arrêter de manger du sucre? Et il lui dit revenez dans 15 jours. Bon. 15 jours après, elle revient. Gandhi voit le petit garçon, le prend à part et lui explique que c'est vraiment pas bien et qu'il faut pas le faire pour lui, il faut pas le faire pour ses parents, il faut pas le faire pour... Bon. J'ai pas le détail de ce qui a été dit, c'est une histoire vraie. Et la maman lui dit, mais pourquoi vous lui avez pas dit il y a 15 jours? Parce qu'il y a 15 jours, je mangeais beaucoup de sucre. Et depuis, j'en mange quasiment plus. Ça, c'est le management par les gens. Les Anglais disent walk the talk, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc bien sûr, j'admire Gandhi, bien sûr, j'ai pioché un peu partout, que ce soit dans la philosophie. J'aimais beaucoup
s'il y a un sujet qui m'a pulsé, c'est le monde du sport. J'ai très vite, donc, c'était dans les années 80-90, j'étais chez IBM, premier job de manager, j'étais le roi du monde, mais le roi du monde, hein. J'adorais mon boulot d'ingénieur commercial, mais alors manager, c'était la suprématie. D'ailleurs, on m'aurait dit que je finissais manager chez IBM, j'aurais été ravi, hein. Bon. Et je pratiquais la voile, et puis j'habitais à Rouen, et le sport à Rouen était le hockey, puisqu'ils étaient champions d'Europe. Et très rapidement, j'ai trouvé qu'il y avait des accords, faut être curieux aussi, j'ai trouvé qu'il y avait des accords entre IBM au siège et le ministère du Sport pour accueillir des sportifs de haut niveau dans des conditions superbes. Très vite, l'entraîneur de l'équipe de hockey, il a travaillé dans mon équipe pendant 1 an et demi, et après, le navigateur de l'équipe de France de voile à l'époque où la France gagnait la Fastnet et l'Admiral Scope, avant c'était le premier français, c'était Tabarly qui l'a gagné, après c'était l'équipe Corum, eh bien il est venu aussi travailler chez moi comme sportif. Quand vous savez ça dans une équipe, alors au niveau de l'exigence, au niveau du respect, au niveau de... C'est extraordinaire ce que ça vous fait grandir de regarder ces sportifs de haut niveau qui donnent tout, ils ont une générosité, ils ont un sens du collectif, ils ont parce que ce soit sur un bateau ou que ce soit sur la glace, si vous jouez pas ensemble, s'il n'y a pas un respect de l'adversaire, etc. Et là, la grosse leçon d'humilité, les entraînements qu'ils sont capables de faire, les conditions, enfin là c'est total respect pour les sportifs de très haut niveau. Et à partir de là, j'ai vu qu'ils se faisaient coacher, mais je parle des coachs mentaux, et j'ai dit c'est pareil. Non seulement c'est bien d'en avoir dans l'équipe, mais c'est bien de voir les gens qui les entraînent et qui leur fait travailler sur leur mental, qui leur fait travailler pour être plus positif, pour être plus optimiste, pour y croire, pour être plus heureux globalement. Et là, j'ai fait venir des coachs du sport chez IBM, et petit à petit d'ailleurs j'étais un des précurseurs, mais ça commençait à naître un peu partout dans le monde, et le métier de coaching en entreprise et externe est arrivé, et c'est fondamental. C'est fondamental de faire accompagner ses équipes, de se remettre en question et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vous pose les bonnes questions. Socrate pratiquait la maïotique, mais le coach fait très très bien ça. Donc voilà, ce qui m'a beaucoup aidé, en dehors des gens les plus inspirants qu'on connaît tous, des philosophes à Gandhi, ce sont le sport et le coaching. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre carrière ? Ah oui, plein. Mais lesquelles, telles quelles, non, mais cette histoire de Gandhi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Mes lectures, je les ai effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais des conférences, et c'est pour ça que j'ai plaisir d'être ici, en me disant si je peux apprendre quelque chose à quelqu'un, bien sûr. Non, il y a énormément de choses. Alors, des choses qu'on intuite quand même, mais des fois on se dit on est à côté de la plaque. Un jour, je faisais partie du groupe des 600 dirigeants de General Electric sur les 300 000 personnes à l'époque. Et donc, on était très très suivis, etc. Et je devais même devenir, j'étais vu pour être J-Officer, donc ça c'est le groupe des 100. Et je comprenais pas qu'on m'a mis là-dedans. Je me dis, je suis un imposteur. C'est pas possible que moi, je sois vu comme un futur très grand dirigeant d'un des plus grands groupes. Et alors ils nous font passer des tests, ils nous font passer des trucs. Et alors on passe des tests qui représentent votre profil. Et on était 6 en Europe à avoir été sélectionnés pour passer ces tests. Et le coach, l'animateur, nous montre les profils sans mettre les noms. Et ils étaient tous à un endroit, donc vraiment une cohérence. Et puis il y en a un qui était complètement à part, qui était un profil d'artiste. Et sincèrement, Amélie, je rigole. Je dis, oh purée, il y en a un, il s'est gouré. Ouais, sauf que il s'est gouré, et je regarde les autres, mais je dis, qui est l'artiste là-dedans, quoi. Sur des tests psychologiques bien poussés. Et l'artiste, c'était moi. Ouais. Mais bon, c'était une découverte, c'est ça. C'était vraiment. C'était une surprise, ça. Sur le moment, oui, parce que on est dans l'habit qu'on vous a mis. Et j'avais l'habit de manager de grands groupes, de dirigeant de division de grands groupes. Et j'essayais de me caler à cet habit. Mais non, ça m'a libéré grave. Ça m'a libéré grave, parce que je me suis dit, on peut être... Ça a fini de me convaincre qu'on peut être totalement différent et réussir très bien.
Parce que s'il m'avait mis dans ce groupe-là, c'est parce que là aussi, c'était pas parce que j'étais sympathique, chanceux, whatever. C'était parce que les résultats de mes équipes étaient formidables. Donc c'est pour ça que j'étais pressenti pour encore faire plus. Mais ouais, j'ai tellement appris des gens autour de moi et essayer de pratiquer la diversité, quelle qu'elle soit. Pas toujours, parce qu'on a plein de biais culturels qui font qu'on a du mal à être vraiment équitable, mais j'ai essayé. Quel âge a Léon aujourd'hui? Léon, il a 9 mois, il rampe, c'est une merveille. C'est un peu tôt, mais quand il sera un peu plus grand et qu'il viendra te demander de lui donner un conseil pour sa vie professionnelle, s'il y avait un truc que vous diriez à votre petit-fils, à ton petit-fils, je vais y arriver, ça serait quoi? Écoute Amélie, c'est ce que je dis déjà à mes enfants qui sont en début de carrière, c'est sois heureux, fais ce qui te plaît. Sois heureux. Albert Schweitzer disait, ce n'est pas le succès qui fait le bonheur, c'est le bonheur qui fait le succès. Donc, trouve des trucs où tu es heureux, et en sachant qu'après, le bonheur, on peut le créer dans beaucoup de postes. Hein. Le problème que j'évoquais très légèrement tout à l'heure, c'est que si on attend d'être manager ou j'attends d'avoir telle voiture pour être heureux, on n'est jamais heureux. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait que le bonheur, c'était la salle d'attente. Parce que effectivement, faut avoir des rêves, faut marcher, ou courir vers ses rêves, mais faut pas. Le bonheur, il est là tout de suite. Donc, il faut saisir le bonheur, je dirais, Léon, saisis-le. Comment on sait qu'on est bien? Comment on sait qu'on est bien? Comment on sait qu'on est à la bonne place? On se lève le matin, on est heureux d'y aller. Et alors après. Oui, il y a effectivement le fait que moi je me programmais quelque part en disant j'ai le plus beau job. Ouais. Mais il m'est arrivé de quitter les jobs. Hein. Là, on a parlé que ce qui a marché. Je pourrais parler de mes échecs où j'ai quitté un manager ou j'ai quitté un job parce que je le sentais pas. Et donc sois heureux, c'est déjà qu'il y ait un environnement qui soit propice. Mais on a soi-même un effet sur l'environnement. Quand je parlais tout à l'heure de l'effet de placebo, je peux donner plein d'autres exemples. On a un effet qui est énorme sur l'environnement et sur les autres. Ça, c'est la contagion émotionnelle. Donc, quelque part, même quand j'étais collaborateur, j'apportais ma part de fun dans l'entreprise. Aujourd'hui, les jeunes, pour en revenir à Léon, le cabinet Mazars a fait une longue étude sur quelles sont les attentes des jeunes. Et c'est très intéressant parce que dans les 4 premières motivations, il y a l'équilibre vie professionnelle, vie privée, qui arrive en deuxième. Il y a la rémunération, tout compris la compensation, et puis là où on travaille. Hein. D'ailleurs, ils veulent plus travailler à la Défense, ils veulent être en centre-ville, dans le beau quartier où j'ai la chance que tu m'as invité. Et puis, il y a enfin donner du sens, un travail qui donne du sens. Mais ça, c'est les 2, 3, 4. Le premier est d'assez loin, donc sur un facteur important, c'est donner du fun. Donc je pense que je suis à peu près dans l'air de mon temps si je dis à Léon, à mes enfants, parce qu'on n'a qu'une vie, il faut l'amener, le fun, on peut l'amener. Si après, dans l'environnement où on a essayé de l'amener, on a tout fait et ça marche pas, il faut changer d'environnement, bien sûr. Mais bon, il faut prendre du plaisir. On sent une énergie de dingue dans ton propos. Tu arrives avec une valise. Je sais que tu vas donner une autre conférence dans 3 quarts d'heure. Tu étais à Saint-Tropez en début de semaine. Tu prépares des événements chaque année, c'est ça? Il y a un événement chaque année? Oui, puis on va en faire encore plus. Comment tu trouves l'énergie? Le plaisir de ce que je fais. Le plaisir de ce que je fais et des personnes que je rencontre. Mais en plus, j'ai une chance énorme, c'est de choisir, parce que bon. Et puis quelque part, je vis aussi à mon rythme et j'ai pris 1 mois et demi de vacances cet été, donc j'ai eu quelques coups de fil, j'ai bossé un peu à distance, mais quand on a 1 mois et demi de vacances, les batteries elles sont bien chargées. Donc aussi, quoi. Mais ça c'est fondamental. Encore une fois, le peuple attend de l'empereur qui se porte bien. La récupération, ça aussi, je l'ai appris des sportifs de haut niveau, le temps de récupération. Je ne sais plus qui disait, sauf les médiocres sont toujours au sommet de leur forme.
On a des hauts et des bas et il faut savoir tout donner. Pareil, quand on fait un match, c'est ce que j'expliquais à mes équipes, quand on avait un exercice avec un objectif, etc. Si on sortait à la fin de l'année, les quotas étaient souvent annuels, les objectifs étaient souvent annuels, enfin sont souvent annuels dans les entreprises. Si à la fin de l'année on était complètement frais, dispo et en grande forme, etc., c'est comme le gars qui sort du terrain, il fait chaud et le t-shirt n'est pas mouillé, expression mouiller la chemise, etc. Il faut donner. Parce qu'il y a plaisir s'il y a réalisation. Le plaisir tranquille, genre Club Med. Effectivement, je pourrais aujourd'hui passer, j'ai pris quasiment 1 mois et demi de vacances, mais je pourrais prendre 12 mois de vacances. Trop dur, j'aurais pas la chance d'être ici et d'aller. Oui, absolument. Donc non, je suis bien trop jeune, mais je serai toujours trop jeune dans ma tête, je crois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de cette 3e mi-temps, comme tu l'appelles? Ouais, la santé pour moi et les miens, pour les miens et pour moi. Voilà. Après tout le reste, on fera en sorte d'y arriver quand la santé est là. Ouais. Okay. Merci beaucoup Thierry. Ouais, c'était un grand plaisir Amélie. Bonne 3e mi-temps. Alors. Merci beaucoup, belle journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!